Il faut arrêter Paul Kagame et les juger comme Châtellor. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et le juger comme Châtellor. Il faut arrêter Mussolini Museveni. Boya Kotala vous dit bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui est là pour vous servir, vous apporter de l'actualité, une analyse sur un sujet qui fait l'actualité. La présentation, comme d'habitude, votre humble serviteur Dilo, qui revient encore une fois aujourd'hui avec une réflexion, une analyse sur un sujet qui est en train de faire du bruit. Pendant tous les week-ends, il y a eu vraiment beaucoup de bruit autour d'une affaire de disparition d'une forte somme. Il s'agit de 15 millions de dollars qui ont disparu et dont on incrimine ou dont on pointe du doigt la présidence de la République, plus spécialement le directeur de cabinet du chef de l'État, qui n'est autre que Vital Kamerhe et son allié, qui lui a permis d'ailleurs de remporter cette élection avec les efforts conjugués de l'UDPS, de l'UMC et aussi d'autres alliés. Alors Vital Kamerhe est accusé pour certains de cette disparition de 15 millions de dollars qui étaient dus aux compagnies pétrolières pour compenser leurs pertes subies entre 2017 et 2019. Alors c'est de ça dont nous allons discuter, dont nous allons réfléchir pour analyser un peu le contour de cette affaire qui nous paraît très bizarre. Nous ne comprenons pas certaines choses. Nous allons tenter de donner des explications sur le déroulement de ce feuilleton, parce que d'un côté vous avez l'inspection générale des finances qui a commencé une mission et qui a suivi encore une autre mission, puis l'intervention musclée de la police au travers le conseil spécial du chef de l'État qui a mis pratiquement fin au travail des inspecteurs des finances. Par rapport à ce dossier-là. Il faut également préciser que l'inspection générale des finances avait eu à commencer ce travail-là suite à une lettre de l'Agence nationale des renseignements lui demandant justement de pouvoir auditer les décaissements des fonds qui ont eu à être faits pour les différents ministères entre la période allant de janvier jusqu'à ce jour. Alors dans l'entretemps, il y a eu vraiment beaucoup de choses, mais en rapport avec la première partie de leur mission qui consistait en fait à retrouver les 15 millions disparus, le directeur de cabinet du chef de l'État est cité comme celui qui aurait reçu cette somme-là. Nous allons tenter de trouver une explication à tout cela. Est-ce que ces accusations ou ces suspicions contre le directeur de cabinet du chef de l'État sont fondées, ou est-ce qu'il s'agit d'un acharnement, il s'agit d'une volonté de nuire à Vital Kamerhe, de mettre à mal sa relation avec le chef de l'État et donc créer peut-être une crise dans la coalition, dans le regroupement cash, qui comprend notamment l'UDPS et l'UMC. Ce que nous allons voir tout de suite, nous allons d'abord essayer de comprendre d'où viennent les 15 millions dont ces questions, et ensuite nous allons établir un peu la chronologie des événements pour essayer un peu de nous faire une idée, pour savoir si le travail de l'inspection générale se fait réellement dans le souci de clarté, ou alors si c'est aussi peut-être appuyé par les politiques dans un but bien précis. Ce que nous allons voir tout de suite, une courte pause. Nous vous demandons de vous abonner. Juste un clic sur le bouton s'abonner, apparaîtra à droite une cloche, vous cliquez également dessus pour être notifié de nos vidéos. Nous revenons tout de suite après cette courte pause. Boya Kotala.
Merci beaucoup pour votre patience, cette petite patience. Nous sommes de retour. Alors, 15 millions de dollars dont on parle, d'où proviennent ces 15 millions de dollars. Bon, à la suite d'un article publié par la RFI le 21 et le 22 août, la RFI qui avait un tout petit peu enquêté sur cette question. Les 15 millions dont il est question, il s'agit en fait d'une somme qui correspond à 15% de l'indemnisation que les pétroliers devaient récupérer. Cette somme est qualifiée de décompte, une sorte de retenue à la source dont on ne connaît pas la justification particulière. Alors cet argent, bizarrement, a été versé essentiellement dans un compte ouvert dans une banque privée, la Robank pour ne pas la citer, au nom du comité de suivi des prix des produits pétroliers. Et ce, à la demande notamment du ministre congolais de l'économie. Donc, l'argent a été retiré dans les 2 semaines qui ont suivi son versement et en plusieurs fois en plus. Donc, ça n'a pas été retiré du coup. Et donc, et là, ce sont les informations selon les relevés bancaires dont RFI avait pu entrer en possession. Donc, une somme qui avait été versée, jusque-là, nous ne comprenons pas que vient faire Vital Kamerhe dans cette histoire, mais déjà, le fait qu'une telle somme soit versée dans un compte d'une banque privée a suscité quand même beaucoup de questions. Par exemple, pourquoi cette somme a été versée sur le compte d'une banque privée et à quoi a-t-elle servi? Et donc sur ces questions-là, les inspecteurs des finances qui avaient préalablement commencé leur première mission, c'était là au mois de juillet 2019, n'avaient obtenu aucune réponse, donc pas de justificatif sur le retrait. Et donc ensuite, pour les inspecteurs des finances qui enquêtaient sur cette somme-là au mois de juillet, la personne responsable par rapport à la disparition de ces 15 millions en ce moment-là, c'était le conseiller chargé des questions financières au ministère de l'économie, je cite M. Georges Yamba Ngoy. Et donc, le virement de 15 millions dans un compte privé a vraiment été dénoncé par ces inspecteurs des finances qui estimaient que pour eux c'était fait de manière irrégulière et donc ça ne pouvait pas se faire comme ça ne pouvait pas être logé dans un compte privé, donc ça cachait en fait quelque chose, donc ça cachait peut-être un détournement et c'est d'ailleurs cela dont on soupçonne le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Alors, le rapport de l'inspection des finances quant à cette situation avait été transmis depuis le 31 juillet dernier au procureur général de la République afin qu'il puisse approfondir les enquêtes. Alors malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le procureur n'avait pas approfondi les enquêtes. Alors qu'est-ce qui a énervé encore? Pourquoi est-ce que finalement ces inspecteurs qui poursuivaient leurs enquêtes ont été interpellés brutalement et donc tout part encore également à partir d'une correspondance qui sera adressée à l'inspection générale des finances par l'Agence nationale de renseignement, l'ANER. Donc une lettre qui est apparue dans les réseaux sociaux dont le numéro 1 de l'ANER, Justin Nzoun Katiak, qui est le numéro 1, avait ordonné à l'inspecteur général des finances d'auditer tous les décaissements des fonds du Trésor public en faveur de tous les ministères du gouvernement depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi. Donc, en clair,
il devait examiner chacune des dépenses engagées par les différents ministères depuis janvier dernier. Alors cette décision, qui est également aussi une décision attaquée, cache beaucoup de zones d'ombre. Pourquoi l'ANER va ordonner à l'inspection générale des finances d'auditer le décaissement des fonds? Est-ce que c'est le travail de l'ANER? En tous les cas, sur base fort de cette correspondance leur adressée par l'Agence nationale des renseignements, l'inspection générale des finances va effectuer l'audit de tous les décaissements des fonds du trésor public en faveur de tous les ministères depuis l'investiture du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est ainsi qu'ils ont procédé à deux enquêtes. L'une concernant les 15 millions de dollars dus aux sociétés pétrolières, réquisitionnées, qui seraient réquisitionnés par le directeur de cabinet Vital Kamerhe, et l'autre d'exiger un rapport sur l'ensemble des dépenses du trésor public depuis l'investiture du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Alors, finalement, les inspecteurs ont commencé à enquêter. Il y avait une première mission qui avait eu lieu bien avant, donc là c'était hors intervention de l'ANER, dont le rapport avait déjà au préalable été envoyé auprès du procureur général de la République, qui aurait dû se saisir également d'office de cette question et de poursuivre les enquêtes afin d'établir les responsabilités. Nous ne savons pas si le PGR travaille ou est en train de travailler, mais en tous les cas, lorsque l'ANER envoie également une correspondance demandant à l'inspection générale d'auditer les décaissements des fonds en faveur des ministères depuis l'avènement du chef de l'État Félix Tshisekedi, l'inspection générale fait ces deux enquêtes-là, recommence, donc continue, poursuit son enquête par rapport avec les 15 millions et aussi l'enquête avec les décaissements des fonds en faveur des ministères. Ce qui visiblement a dérangé, une enquête qui a gêné. Alors ces inspecteurs ont été pourchassés sérieusement et semble-t-il par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ses services du moins, et donc ils ont été interpellés, ils ont été mis à garde à vue, et pour ces inspecteurs, c'était dans le but en fait de leur empêcher de faire leur travail et donc d'accomplir leur mission. Donc ça c'est du point de vue des inspecteurs des finances, mais il y a une question qui se pose. Les inspecteurs des finances, en principe, c'est leur travail également d'auditer sur les finances publiques, sur ce genre de questions, mais est-ce que l'inspection générale est tenue d'obéir à une demande de l'ANER en rapport avec cette situation-là, quand on sait que du point de vue de la loi, l'inspection générale des finances dépend directement de la présidence de la République. C'est là où nous nous amenons à nous poser des questions s'il n'y a pas du politique là-dedans. Est-ce que ce n'est pas une mission qui a été diligentée dans le but de nuire le chef de l'État, Félix Tshisekedi? C'est en tout cas ce que nous pouvons également avoir tendance à croire, et nous allons poursuivre notre analyse en vous disant pourquoi est-ce que nous avons également des raisons de penser que cette mission, au-delà du fait que c'est une mission qui peut être normale, mais avait un objectif peut-être autre que réellement voir clair dans le décaissement des fonds et leur utilisation. Nous revenons tout de suite après cette courte pause. N'oubliez pas, juste un clic sur le bouton s'abonner et une cloche apparaît à droite, cliquez également dessus. Boya Kotal, à tout de suite. Merci beaucoup, nous sommes de retour, donc nous disions, au vu de la tournure des événements, aucune hypothèse ne peut être écartée, et même l'hypothèse d'un complot
contre le directeur de cabinet du chef de l'État ainsi que le chef de l'État lui-même en vue de le déstabiliser davantage. Et si, à en croire certaines sources au niveau de la présidence, cette hypothèse ne serait pas analysée en tout cas. Et donc, si nous suivons un article apparu dans Africa News, il est très clairement expliqué les raisons qui ont poussé en fait les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, les services dirigés par François Béat, pour pouvoir en fait traquer les inspecteurs des finances qui procédaient à cette mission d'enquête qui visiblement d'après ce service-là était une mission illégale, manifestement illégale, et donc c'était une mission qui n'avait pas respecté les procédures, et donc c'est la raison pour laquelle le conseil spécial en matière de sécurité s'était saisi de cela et a décidé en fait l'interpellation de ces derniers. Alors, la publication de Africa News nous donne un peu plus de détails sur ce qui s'est passé, en se posant la question en fait pourquoi le Conseil national de sécurité a traqué les inspecteurs des finances. La réponse est que il s'agit en fait d'un dossier sensible qui touche à la sécurité nationale et n'eût été l'intervention du conseiller spécial, personne ne peut savoir que serait-il devenu des informations qu'auraient détenues les inspecteurs des finances. Donc en fait, on nous explique que les inspecteurs des finances s'étaient rendus au niveau du ministère du budget dans le cadre de leur enquête et là-bas malheureusement les données dont ce dernier avait besoin pour leurs enquêtes devaient leur être fournies par les services du ministre d'État en charge du budget. Malheureusement, ces derniers n'avaient pas collaboré et donc les inspecteurs des finances se sont imposés et ont emporté brutalement un CD contenant des informations sur les finances publiques, des informations confidentielles. D'après le conseiller spécial, le service du conseiller spécial en matière de sécurité, ces inspecteurs ne devraient pas prendre des informations de cette façon-là sur la base seulement d'un courrier leur adressé à la date du 17 août par l'Agence nationale de la mer qui n'a pas compétence en fait de leur intimer l'ordre de pouvoir enquêter sur tel ou tel autre fait. Et donc, c'est pour cette raison que ces conseillers, disons que ces inspecteurs des finances ont été finalement arrêtés. C'était d'abord en vue de récupérer les CD contenant des informations et conditions confidentielles dont eux ne pouvaient pas entrer en possession car la procédure n'avait pas été au préalable respectée. Il ne faut pas oublier, comme nous l'avons dit précédemment, l'inspection générale des finances est liée directement à la présidence de la République et ça c'est au terme de la loi, ce n'est pas une aventure, donc c'est la loi qui veut que l'inspection générale des finances dépende directement de la présidence de la République. Et pour quelle raison l'inspection générale des finances peut commencer des enquêtes sur la base des injonctions de l'ANER alors que l'ANER n'intervient en rien dans son organigramme. Donc au-dessus de l'inspection générale, nous avons directement la présidence, il n'y a aucun autre service. À moins que ce soit peut-être des injonctions qui viennent de la justice, parce que la justice aussi est peut-être au-dessus de tout le monde. Donc voilà un peu l'explication que nous avons. Et plus loin, dans cet article, on nous informe même que au niveau même de la présidence, il y aurait un des conseillers du chef de l'État qui excusez-moi, qui serait dans ce coup. Donc, un des conseillers du chef de l'État qui avait été d'ailleurs nommément cité, qui
serait derrière les inspecteurs des finances qui enquêtaient et qui, d'ailleurs, lorsqu'ils ont été interpellés, s'étaient présentés pour prendre leur défense. Ce conseiller spécial du chef de l'État dont on soupçonne des accointances avec les activités des inspecteurs financiers par rapport à ces dossiers n'est autre que M. Bilumba, qui vient de la diaspora. Et donc, ce conseiller qui serait trempé dans des salles d'histoire, d'après cet article, nous ne l'inventons pas, il serait trempé dans des salles d'histoire, c'est lui donc qui, en fait, voulait peut-être nuire au directeur du cabinet du chef de l'État en faisant courir ces informations comme quoi ce dernier aurait récupéré les 15 millions de dollars dus aux sociétés de pétrole en compensation à leur manque d'année, leur perte entre 2017 et 2019 lorsque le gouvernement imposait quand même les prix des carburants à la pompe pour que ce prix ne soit pas trop exorbitant. Et donc pour cela, il a fallu qu'il y ait une compensation. Et cette compensation, l'enveloppe globale en fait par rapport à cette compensation était de 100 millions de dollars et les 15% étaient comme une retenue, une sorte de commission que devaient se partager certaines personnes. Alors, cette version qui nous est fournie par cet article de Africa News, nous avons tendance à la croire parce que si nous nous en référons également à un article de RFI qui avait été publié le 21 et le 22, dans cet article, le RFI avait interrogé une source au niveau de la présidence qui contestait le bien fondé du rapport des inspecteurs des finances, le rapport qui avait été envoyé également au procureur général de la République. Cette source contestait d'abord ce rapport sur le plan de la forme, en estimant que le conseiller de la présidence qui l'a commandé n'était pas légitime pour le faire. Et donc là, c'est clair que le premier rapport, la première mission qui avait eu à être accomplie sur les 15 millions de dollars disparus, entre guillemets, et dont le rapport avait aussi été donné au procureur général de la République pour approfondir les enquêtes, ce rapport, cette mission avait été commandée par un conseiller du chef de l'État. Donc là, nous avons une source également à la présidence qui nous fait savoir que ce rapport-là, d'abord, avait violé la forme, certainement la procédure, mais aussi du fait que le conseiller qui l'avait commandé n'avait pas qualité. Donc voilà un peu. Et cette même source au niveau de la présidence est allée un peu loin pour justifier un peu les 15% versés sur la somme versée aux pétroliers. Je vous rappelle que cette somme globale était de 100 millions. Alors, selon lui, cette pratique de retenue de ce pourcentage est une pratique courante, régulière et dans une économie un peu particulière comme celle de la RDC. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une économie particulière. Non, je pense que là, il s'agit carrément peut-être de taux de vin, on pourrait dire, ou de corruption, carrément, donc peut-être de chantage par rapport aux pétroliers. Donc nous allons vous aider à recouvrer la somme que vous demandez, qui vous est due d'ailleurs, en contrepartie, vous nous donnez un certain pourcentage. Et lui dit que c'est une pratique courante et régulière. Donc nous ne pensons pas. Donc de ce côté-là, il y a ce sont des pratiques à bannir. Mais en fait, là où on peut être d'accord avec cette source-là que RFI a citée, c'est le fait que l'inspection générale a violé, on va dire, la loi en procédant à cette enquête-là. Et donc, si évidemment, l'inspection, dépendant de la présidence, l'inspection peut faire cette enquête-là à la demande d'un service de la présidence. Mais si une source au niveau de la présidence dit que ce conseiller-là n'avait pas qualité pour exiger ou demander cette enquête-là, j'imagine que c'est un conseiller qui
dont les attributions n'ont rien à voir avec les finances, donc j'imagine. Donc, ce que nous révèlent en fait toutes ces affaires, c'est qu'au niveau même de la présidence, il y a problème. Et donc, est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, finalement, ne va pas tomber un peu dans ce que avait déclaré son prédécesseur il y a quelques temps, s'il avait 15 collaborateurs, il serait peut-être allé loin, il aurait atteint peut-être des objectifs et que le pays serait peut-être loin. Est-ce que finalement l'entourage du chef de l'État ne pose pas problème? Je rappelle que depuis plusieurs jours, Yves Bouya, qui est un journaliste aussi, qui passe dans des émissions, notamment lors de son passage dernièrement, le week-end dernier à l'émission Canal Presse, ce dernier continue à insister que dans l'entourage du chef de l'État, il y a ce qu'on appelle ici à Kinshasa des mêmes, des frappeurs, donc des contrebandiers. Et donc, est-ce que ce que Yves Bouya a toujours dit, est-ce que finalement ne se vérifie pas avec tout ce que nous sommes en train de vivre? Lorsque des sources au niveau de la présidence incriminent un des conseillers du chef de l'État dans cette histoire de magouille que nous vivons, et on l'a même cité nommément dans l'article de Africa News, il s'agit de M. Bilomba qui serait venu de l'étranger, et est-ce qu'il n'y a pas de corrélation entre ce que l'article de Africa News dit et ce que le journaliste Yves Bouya dit? Je vous propose d'ailleurs de suivre ce court extrait de Yves Bouya pour entendre ce qu'il dit en rapport avec le cabinet du chef de l'État et ses conseillers venus de la diaspora. N'oubliez pas, juste un clic sur le bouton s'abonner, nous revenons tout de suite après. Oui, total. Là, je suis un ambassadeur, mon micro, ambassadeur à l'Obelingaï. Comment est-ce que le président de la République a se faire entourer na ba tchikoulère, ba men, ba entourage toi président de la poto wana tout. Ceux qui autouni na ambassadeur wana, ba poto, leur casier judiciaire est noir. Ba beta ba coup, ba frappe, ba escroquerie dans la banque. Ba frapper politique, ba frapper. So ba moni pour nous ba nous pouvoir ba imba la quoi. Donc ba ya sans vision, sans champ d'action, pays nous avons du pouvoir, champ d'action sur des moutons. Merci beaucoup, vous l'avez suivi. Donc là, c'est juste pour voir que finalement, peut-être que Yves Bouya ne parle pas en l'air et qu'effectivement, dans l'entourage du chef de l'État, il y a vraiment problème. Il y a des collaborateurs qui ne l'aident pas dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre l'impunité, bref, dans l'avènement d'un État de droit. Et donc, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, devrait ouvrir l'œil et le bon. Donc, cette affaire qui a ébranlé en fait la présidence, notamment le directeur de cabinet du chef de l'État, ce dernier, on lui a également attribué une lettre qui l'aurait adressée à l'inspection générale des finances, leur intimant l'ordre de pouvoir arrêter leurs enquêtes par rapport aux 15 millions. Alors, cette lettre-là a été démentie par le concerné. Donc, le directeur de cabinet du chef de l'État dit ne pas avoir adressé une telle lettre à l'inspection générale des finances et qui ne serait d'ailleurs pas impliqué ni de près ni de loin par rapport à ce dont on aurait tendance à lui reprocher. Donc ça me rappelle aussi l'affaire de l'arrêté de Jean-Tini Mobila, un vrai faux, ensuite confirmé. Espérons que cette lettre dont le directeur de cabinet du chef de l'État dit ne pas avoir eu à adresser à l'IGF est réellement un faux, mais si c'est le cas, il faudrait maintenant qu'il y ait des enquêtes pour savoir qui est à la base de cette lettre, qui est arrivé au niveau de l'inspection générale des finances. Donc, c'est une histoire dont
la fin n'est pas, en tout cas pour le moment, vu que tous ces événements se sont passés lors de l'action du chef de l'État Félix Tshisekedi qui était au Japon. Et maintenant, à son retour, il faudrait que le chef de l'État puisse se saisir de ce dossier et pouvoir prendre des mesures pour que pareille situation ne puisse pas se poser. Et d'ailleurs, l'inspecteur général des finances lui-même a sollicité à ce que le chef de l'État puisse le recevoir pour qu'il puisse lui faire part de tout ce qui s'est passé. C'était lors de son passage au niveau de RFI. Je vous propose de le suivre un tout petit peu et nous revenons juste après pour conclure notre analyse d'aujourd'hui. L'inspecteur général qui lui-même avait été sérieusement interpellé, il a été auditionné par les services du Conseil spécial en matière de sécurité. Il s'en est plaint, donc écoutons-le et nous revenons tout de suite après pour la conclusion. Boya Kotala. Il y a eu même des menaces concernant mon intégrité, celle de ma famille, de mes enfants. Qui a formulé ces menaces contre vous? C'est un des collaborateurs du conseil spécial. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont venus à l'inspection générale des finances avec 4 guides policiers. Ils ont pratiquement molesté même quelques personnes sur place. Ils ont amené aussi un des inspecteurs qui était sur place. Je suis vraiment étonné de voir que les choses se passent de cette manière. Vous avez l'impression de gêner ou que le travail que vous avez fait dérange? Le collaborateur dont j'ai parlé tantôt là m'a dit que mon travail dérangeait. Dérangeait qui? Moi, je ne sais pas, hein. Dérangeait peut-être les autorités. Vous allez continuer à faire votre travail aujourd'hui à Victor Toubanga? Le service dépend directement du chef de l'État. Malheureusement, tout ceci est arrivé pendant qu'il était absent. Je pense que je pourrais m'adresser à lui pour qu'il puisse quand même prendre toutes les dispositions pour que moi et tous mes collaborateurs nous puissions travailler en toute sécurité. Mais sans retour, je vais chercher à le rencontrer. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous l'avez suivi comme nous attentivement. Donc, même à le suivre, nous nous posons vraiment plusieurs questions. Donc, nous disons, il y a à boire et à manger dans cette histoire. L'inspecteur général des finances, qui lui-même dit avoir subi des menaces de la part du service du Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État, le service de François Béard, nous nous posons la question pourquoi. Est-ce que c'est parce que Vital Kamerhe lui a demandé d'agir ainsi, ou est ainsi, l'avenir nous donnera raison, mais il y a quelque chose qui me tique un peu dans l'intervention de l'inspecteur général des finances. Lui-même reconnaît que son service dépend de la présidence de la République. Alors qu'il nous dise sur base de quoi il est en train de procéder à ces enquêtes-là. Est-ce qu'il peut procéder à ces enquêtes sur base d'une lettre venant de l'ANR qui l'enjoint à pouvoir enquêter sur les décaissements des fonds publics au bénéfice des ministères depuis l'avènement de Félix Tshisekedi? Apparemment, c'est une décision visiblement partiale dans un but bien précis. Parce que comment expliquer que l'ANR puisse prendre cette mesure alors que la loi ne lui autorise pas? Tenez, ce que nous devons savoir que le décret de 2003 modifiant et complétant l'ordonnance loi du 17 septembre 1987 portant création de l'inspection générale des finances place cette institution supérieure de contrôle des finances publiques sous l'autorité du président de la République. Donc voilà. Donc, ce qui confirme ce que vient de dire l'inspecteur général des finances. Donc, l'inspecteur général des finances ne dépend uniquement que du président de la République. Alors, en procédant à une enquête sur demande de l'ANR, c'est violer la loi et ce n'est pas respecter sa hiérarchie. Donc, de ce point de vue, nous pouvons également
être amené à creuser un peu cette hypothèse qui a été, moi je vais parler en termes d'hypothèse, mise dans l'article de Africa News, dont on a incriminé un conseiller, un des conseillers aussi du président Félix Tshisekedi, qui serait en relation avec cet inspecteur de finances. Dans quel but? Dans le but de nuire quelqu'un en interne, peut-être. Et donc, à partir du moment où l'enquête que mène l'inspection générale des finances est motivée et déclenchée à la suite d'une demande express de l'ANR qui avait eu à lui adresser une correspondance en date du 17 août. Ceci nous amène à nous poser vraiment beaucoup de questions sur la motivation de cette enquête-là. Évidemment, là nous parlons sur le plan de la forme. Sur le plan du fond, il est vrai que c'est le rôle de l'inspection générale des finances de pouvoir jeter un œil et à faire des missions de contrôle sur les finances publiques, mais pas de cette façon-là. Donc la forme n'était pas bonne et de ce point de vue, nous aurons tendance à donner raison au service du Conseil spécial en matière de sécurité qui s'est saisi de ce dossier sous prétexte de sûreté de l'État, parce qu'il y aurait des informations confidentielles, peut-être, mais même si nous devons prendre également au sérieux les plaintes de menaces que vient de nous donner l'inspecteur général des finances. Donc visiblement, il y a, comme on dit, anguille sous roche, donc il y a quelque chose qui est caché sur ce feuilleton et vivement une enquête sérieuse et approfondie que le président Félix Tshisekedi puisse très bien se saisir de ce dossier. D'abord, si l'inspection générale doit enquêter, par exemple, sur un des membres du cabinet du chef de l'État et que ce dernier a le pouvoir également de décision sur leur enquête, là, il se constitue en juste partie, ce n'est pas intéressant. Le chef de l'État doit être au-dessus de tout le monde et doit prendre cette affaire très au sérieux afin de prendre les mesures, les bonnes, les mesures qui s'imposent afin de voir clair dans cette histoire. Parce que si la motivation de l'inspecteur général est autre que ce que lui déclare, alors là, en ce moment-là, il y a réellement problème et même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, aurait des raisons à craindre. Peut-être dans son entourage, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est clair que son entourage n'est pas tout à fait aussi très propre. Donc il devait jeter un œil aussi dans son entourage et le bon. Alors cette affaire de 15 millions de dollars qu'aurait pris Kamere, qui aurait disparu, aurait volé Kamere, comme diraient certains, la République démocratique du Congo a déjà connu une affaire similaire. On se rappellera autour de 2004, si ma mémoire est bonne, Évariste Bouchard, alors directeur de cabinet du président de la République, Joseph Kabila, il avait démissionné de son poste à la suite de son implication par le Parlement congolais à l'époque dans des opérations qualifiées de corruption et de détournement des deniers publics. Il s'agissait de quoi à l'époque? En fait, il s'agissait d'une créance que devait recouvrer notre Société nationale d'électricité à la Société nationale d'électricité du Congo, Brazzaville. Et donc, cette créance qui était de 32 millions qui avait été versée, elle avait été par rapport à des âpres négociations, parce que c'était une créance de plus de 10 ans, donc je pense même autour de 20 ans. Et donc, la SNEL est parvenue à récupérer cet argent-là et le directeur de cabinet aurait pris 10% de cette somme-là au titre de commission. Et donc c'est de cela dont il a été accusé de corruption, de détournement, et on se rappelle qu'à l'époque, il avait démissionné, il a un tout petit peu disparu de la scène politique, et puis lorsqu'il est revenu, il était revenu comme président de ce Parlement aussi. Donc il y a ce sont des affaires que nous connaissons, il n'y a vraiment pas de suite. Est-ce que réellement il y avait eu détournement ou pas? S'il y avait eu détournement, mais après il revient. Donc la RDC, on est encore vraiment loin d'un véritable état de droit, mais l'état de droit, mis à mal également par l'entourage de lui-même, le président Félix Tshisekedi, s'il ne prend pas des mesures qu'il faut, nous craignons. Il y a vraiment à craindre. Donc voilà. C'est de ça dont nous voulions partager avec vous, mais jusque-là,
nous avons émis des hypothèses, mais les enquêtes, espérons, qu'elles seront menées, nous diront un peu, nous donnerons aussi un peu plus de détails sur ce qui se passe réellement, sur les motivations des uns et des autres. Et nous continuerons en tout cas à suivre ce dossier de près pour voir clair. Il est clair en tout cas que 15 millions ont disparu parce que jusque-là, dans tous les articles que nous avons lus, dans toutes les interviews, aucunement personne ne contexte le fait que ces 15 millions ont disparu. Il faudrait qu'il y ait une traçabilité par rapport à cela. On peut discuter sur la forme, la manière dont on peut enquêter en respectant la procédure ou pas, mais est-ce que les 15 millions ont disparu ou pas? C'est ça la question fondamentale et en principe, le PGR devrait se saisir d'office et enquêter, poursuivre ces enquêtes, approfondir les enquêtes et établir les responsabilités. C'est là votre serviteur Dilo qui vous promet de revenir très très bientôt lors d'une prochaine vidéo. N'oubliez pas, juste un petit clic sur le bouton s'abonner et apparaît une cloche à droite, cliquez dessus également. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette analyse, cliquez sur le bouton j'aime et laissez-nous un commentaire pour que nous puissions échanger à travers ces commentaires. Au revoir.